Isabelle Dubois trouva le cahier dans la chambre de bonne. Elle ne cherchait rien de particulier. Elle voulait juste s'assurer que les produits d'entretien étaient bien rangés. C'était l'une de ses manies. Chaque chose à sa place. Tout devait être parfait. Mais en ouvrant la porte du petit placard où Sophie rangeait ses affaires, quelque chose tomba au sol. Un cahier, à la couverture noire, usé, avec les coins repliés. Isabelle le ramassa, pensant qu'il s'agissait d'un journal intime de son employé. Elle allait le remettre où il était. Elle n'était pas du genre à fouiller dans les affaires de ses employés, mais alors, elle l'ouvrit, et ce qu'elle vit la laissa complètement paralysée. Ce n'étaient pas des mots, car c'étaient des dessins, page après page, des dessins, des visages déformés, des paysages impossibles, des créatures qui semblaient tout droit sorties d'un cauchemar, des couleurs qui ne devraient pas exister ensemble, mais qui d'une certaine manière fonctionnaient. Isabelle avait été galériste pendant 20 ans. Elle avait vu des milliers d'œuvres d'art. Elle avait travaillé avec des artistes célèbres. Elle avait vendu des tableaux pour des centaines de milliers d'euros. Et elle savait reconnaître le talent quand elle en voyait. Ceci était du talent brut, non poli, mais du talent authentique. Qui avait fait ces dessins? Isabelle regarda la première page du cahier. Il y avait une dédicace écrite d'une écriture tremblante. Pour Théo, pour que les voix se transforment en couleurs. Avec amour, Sophie. Isabelle referma le cahier. Et elle sut qu'elle avait besoin d'en savoir plus. Mais pour comprendre ce qu'Isabelle avait découvert, il faut d'abord connaître l'histoire complète. Et je vous préviens, cette histoire va changer la façon dont vous voyez les personnes que la société qualifie de folles. Sophie Lemaire avait 38 ans lorsqu'elle commença à travailler chez les Dubois. Elle était veuve. Son mari, Pierre, était décédé 6 ans plus tôt dans un accident de chantier. Une poutre qui est tombée. Un casque qui n'a pas résisté. Une vie qui s'est terminée en quelques secondes. Sophie avait 32 ans lorsqu'elle est devenue veuve. Et elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait Théo. Théo était le frère cadet de Pierre. Il avait 29 ans lorsque son frère est mort. Et il était schizophrène. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la schizophrénie, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que cela signifie réellement. La schizophrénie, ce n'est pas avoir une personnalité multiple. C'est un autre trouble complètement différent. La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la façon dont une personne pense, ressent et perçoit la réalité. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent entendre des voix que les autres n'entendent pas. Elles peuvent voir des choses que les autres ne voient pas. Elles peuvent croire des choses qui ne sont pas vraies. Pas parce qu'elles sont stupides, pas parce qu'elles font semblant, mais parce que leur cerveau traite l'information différemment. C'est comme si elles vivaient dans une réalité parallèle qui se superpose à la nôtre. Et c'est terrifiant. Pas seulement pour elles, aussi pour les personnes qui les aiment. Il y a autre chose que vous devez savoir sur la schizophrénie. C'est l'une des maladies mentales les plus incomprises et les plus stigmatisées au monde. Pendant des siècles, les personnes atteintes de schizophrénie ont été enfermées dans des asiles, traitées comme des animaux, soumises à des traitements brutaux qui nous sembleraient aujourd'hui de la torture. Même aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a des gens qui croient que la schizophrénie est la faute de la personne qui en est atteinte, qu'elle pourrait guérir si elle faisait juste plus d'efforts, qu'elles sont dangereuses, qu'elles devraient être enfermées, mais la réalité est très différente. La plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne sont pas violentes. En fait, elles sont plus susceptibles d'être victimes de violences que d'en commettre. Ce sont des personnes qui luttent chaque jour contre un cerveau qui leur ment, qui leur montre des choses qui n'existent pas, qui leur dit des choses horribles et qui, malgré tout cela, essaient de vivre une vie aussi normale que possible. Théo était l'une de ces personnes. Théo a été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde à l'âge de 22 ans. Il avait été un jeune homme normal jusque-là. Il étudiait l'ingénierie. Il avait des amis. Il avait une petite amie. Mais quelque chose a changé quand il a eu 22 ans. Il a commencé à entendre des voix. Au début, ce n'était que des chuchotements, presque imperceptibles. Théo pensait que c'était le stress, que c'était le manque de sommeil, que c'était son imagination. Mais les voix sont devenues plus fortes et elles ont commencé à lui dire des choses.
des choses horribles, que ses amis le détestaient, que sa petite amie le trompait, qu'il y avait des gens qui le suivaient. Théo a cessé de dormir, il a cessé de manger, il a cessé de sortir de sa chambre. Et un jour, au milieu d'une crise, il a tout détruit dans sa chambre. Il a cassé des miroirs, il a cassé des meubles, il a cassé des fenêtres, parce que les voix lui ont dit qu'il y avait des caméras cachées, qu'il était surveillé, ce jour-là. Théo a été interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique. Il avait 22 ans, et sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Pierre, le frère aîné, a été le seul à ne pas l'abandonner. Les parents de Théo et Pierre étaient décédés des années auparavant, dans un accident de voiture. Il n'y avait pas d'autres frères et sœurs. Il n'y avait pas d'oncles et tantes proches. Il n'y avait pas de cousins qui voulaient s'impliquer, seulement Pierre. Et Pierre jura qu'il ne laisserait jamais son frère seul. Quand Théo est sorti de l'hôpital après 3 mois, Pierre l'a emmené vivre avec lui et avec Sophie. Sophie avait 26 ans alors. Elle était mariée avec Pierre depuis 2 ans. Et soudain, elle devait apprendre à vivre avec un beau-frère qui entendait des voix. Ce n'était pas facile. Les premiers mois ont été un enfer. Théo avait des épisodes presque toutes les nuits. Il se réveillait en criant. Il parlait à des personnes qui n'existaient pas. Parfois, il devenait agressif. Sophie a eu peur plusieurs fois, mais Pierre était toujours là, calmant son frère, lui rappelant que les voix n'étaient pas réelles, lui donnant ses médicaments, et peu à peu, Sophie a appris. Elle a appris que Théo n'était pas dangereux. Elle a appris que les voix lui faisaient plus peur qu'à quiconque. Elle a appris que derrière la maladie, il y avait un être humain. Un jeune homme qui avait tout perdu à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et elle a appris à l'aimer. Pas comme une épouse. Pas comme une sœur, mais comme de la famille. Parce que c'était ça, Théo, de la famille. 4 ans passèrent. Théo eut des hauts et des bas, 2 autres hospitalisations, des changements de médicaments, des jours bons et des jours terribles. Mais toujours avec Pierre et Sophie à ses côtés, jusqu'à ce que Pierre meure. C'était un mardi matin. Sophie préparait le petit déjeuner quand elle a reçu l'appel. Il y a eu un accident sur le chantier. Pierre est à l'hôpital. Venez vite. Sophie courut à l'hôpital, mais quand elle arriva, il était déjà trop tard. Pierre était mort dans l'ambulance. Traumatisme crânien. La poutre lui avait frappé la tête. Il n'a pas souffert, lui dirent les médecins. Ça a été instantané, comme si c'était une consolation. Sophie se retrouva seule, veuve à 32 ans, sans enfant, sans parents, sans frère, ni sœur, seulement Théo. Et Théo ne savait pas que son frère était mort. Sophie dut le lui dire. Ce fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite de sa vie. Théo ne pleura pas, ne cria pas, ne détruisit rien. Il resta juste à regarder le vide. Pendant 3 jours, il ne parla pas, ne mangea pas, ne dormit pas. Et quand il parla finalement, ce qu'il dit brisa le cœur de Sophie. Les voix avaient raison. Tous ceux qui m'aiment meurent. Je devrais mourir aussi. Cette nuit-là. Sophie trouva Théo dans la salle de bain, avec une lame de rasoir à la main, regardant ses poignets. Sophie lui enleva la lame, le serra dans ses bras, et pleura avec lui pendant des heures. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle n'abandonnerait pas Théo. Peu importe à quel point ce serait difficile, peu importe ce que les gens penseraient, qu'elle était folle de s'occuper du frère de son mari décédé. Théo était de la famille, et la famille, on ne l'abandonne pas. Théo fut interné une fois de plus après cet épisode. Cette fois, pendant 2 mois. Quand il sortit, quelque chose avait changé. Il n'allait pas mieux exactement. Mais il était différent. Les voix étaient toujours là. Mais Théo avait commencé à faire quelque chose de nouveau. Dessiner. Il avait commencé à l'hôpital. Une thérapeute lui avait donné des crayons de couleur et du papier. « Dessine ce que tu vois », lui dit-elle. « Dessine les voix. Dessine ce que tu ressens. » Et Théo dessina. Au début, ce n'était que des gribouillis, des lignes sans signification, des taches de couleur.
Mais peu à peu, les dessins commencèrent à prendre forme. Des visages, des paysages, des créatures, des choses que seul Théo pouvait voir. Quand Sophie vit les premiers dessins, elle ne sut pas quoi penser. Ils étaient troublants. Mais ils étaient aussi beaux, d'une manière étrange qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle lui acheta plus de crayons. Après, elle lui acheta des peintures. Et Théo continua de dessiner. C'était la seule chose qui le calmait. Quand les voix devenaient trop fortes, Théo dessinait. Et d'une certaine façon, mettre les images sur le papier les sortait de sa tête. Sophie ne connaissait rien à l'art, mais elle savait que quand Théo dessinait, les crises étaient moins intenses et c'était suffisant. Si cette vidéo vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vit avec une maladie mentale, restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre façon de voir les choses. 2 ans après la mort de Pierre, Sophie dut chercher du travail. L'assurance vie de Pierre était épuisée, les économies aussi. Et les médicaments de Théo étaient chers, très chers. Les antipsychotiques que Théo prenait coûtaient plus de 300 € par mois. Et cela sans compter les visites chez le psychiatre, les thérapies, les analyses de sang pour surveiller les effets secondaires. Sophie avait vendu presque tout ce qu'elle possédait, la voiture, les meubles qui n'étaient pas nécessaires, les bijoux que Pierre lui avait offerts. Mais l'argent s'épuisait toujours. Sophie chercha du travail pendant des mois. Mais personne ne voulait l'embaucher quand ils apprenèrent sa situation. Vous vivez avec un schizophrène? C'est dangereux. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. C'est ce qu'on lui dit dans 3 endroits différents. Comme si Théo était un animal sauvage. Comme si vivre avec lui était un crime. Sophie apprit à ne pas mentionner Théo lors des entretiens, finalement. Elle trouva un emploi comme employée de maison chez les Dubois. Le salaire était bon. Les horaires étaient longs mais flexibles. Et les Dubois semblaient être de bonnes personnes. Il y avait un problème. Théo ne pouvait pas rester seul, pas pendant 8 heures. C'était trop long. Il pouvait avoir une crise. Il pouvait se faire du mal. Il pouvait sortir dans la rue et se perdre. Sophie ne pouvait pas payer une aide à domicile. Et elle n'avait personne d'autre qui pouvait l'aider. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle commença à emmener Théo au travail, en secret, chaque matin. Sophie arrivait 1 heure avant tout le monde. Elle emmenait Théo dans une petite pièce à l'arrière de la maison, une chambre de bonne que presque personne n'utilisait. Elle lui laissait ses médicaments, ses crayons, du papier, de la nourriture, de l'eau. Et elle lui disait de rester tranquille, de ne pas faire de bruit, de dessiner. Théo obéissait. Pas parce qu'il comprenait exactement ce qui se passait, mais parce que dessiner était la seule chose qu'il voulait faire. Toutes les 3 heures, Sophie allait vérifier qu'il allait bien. Elle lui donnait ses médicaments à temps. Elle lui apportait plus de papier quand il n'en avait plus. Et elle s'assurait qu'il était calme. C'était risqué. Si les Dubois découvraient qu'elle avait amené son beau-frère schizophrène chez eux, ils la licencieraient immédiatement. Mais Sophie n'avait pas le choix. C'était ça, ou laisser Théo seul. Et le laisser seul. Ce n'était pas une option. Ainsi passa 1 année. 365 jours de secret, d'arriver tôt, de cacher Théo, de vérifier toutes les 3 heures. Personne ne soupçonnait rien. Ou c'est ce que croyait Sophie. Jusqu'à ce qu'Isabelle Dubois trouve le cahier. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand Isabelle a découvert la vérité, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va suivre va vous surprendre. Maintenant, laissez-moi vous parler des objets que Sophie utilisait pour prendre soin de Théo. Le premier objet était une boîte de crayons de couleur. Ce n'était pas une boîte neuve. C'était une vieille boîte, usée, avec des crayons utilisés jusqu'au bout. Certains mesuraient à peine 2 cm de long. Sophie ne les jetait pas parce que Théo s'y était attaché. Chaque couleur avait une signification pour lui. Le bleu était pour les jours tranquilles. Le rouge était pour quand les voix criaient. Le jaune était pour les moments de clarté. Le noir était pour les peurs. Sophie avait appris à lire l'état d'esprit de Théo en regardant les couleurs qu'il utilisait. Si elle voyait beaucoup de noir dans ses dessins, elle savait que c'était une journée difficile. Si elle voyait du bleu et du jaune, elle savait qu'il passait une bonne journée. C'était sa façon de communiquer, parce que parfois,
Théo ne pouvait pas utiliser de mots, mais il pouvait toujours utiliser des couleurs. Le deuxième objet était le cahier d'esquisse, celui-là même qu'Isabelle avait trouvé. Sophie l'avait acheté dans une papeterie bon marché. Il coûtait moins de 2 €. Mais pour Théo, ce cahier était tout. Il avait plus de 200 pages remplies de dessins. Chaque page racontait une histoire. Les premières pages étaient chaotiques, des lignes qui allaient dans toutes les directions, des taches sans forme, mais à mesure qu'on avançait dans le cahier, les dessins changeaient. Ils devenaient plus organisés, plus détaillés, plus beaux. C'était comme voir l'évolution d'un esprit qui luttait pour trouver l'ordre dans le chaos. Sophie ne savait pas que ces dessins avaient une valeur artistique. Pour elle, ils étaient juste la preuve que son beau-frère allait mieux, que l'art-thérapie fonctionnait. On dirait que Théo trouvait enfin un moyen d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas. Isabelle Dubois ne ferma pas l'œil de la nuit. Après avoir découvert le cahier, elle avait passé des heures à le contempler, page après page, dessin après dessin. Et plus elle regardait, plus elle était sûre, absolument sûre. C'était de l'art authentique, pas de l'art académique, pas de l'art technique. Cela ne suivait aucune école ou mouvement. C'était quelque chose de plus primitif, de plus viscéral. C'était ce que l'on appelait dans le monde de l'art brut, l'art à l'état pur. Le genre d'art que font les personnes sans formation artistique, sans influence extérieure, sans intention de vendre ou d'impressionner. De l'art pur. Et c'était exactement le genre d'art pour lequel les collectionneurs les plus sophistiqués payaient des fortunes. Isabelle connaissait ce monde. Très bien. Elle avait vendu des pièces d'art brut pour des centaines de milliers d'euros à son époque de galeriste. Elle savait reconnaître le potentiel, et le potentiel de ses dessins était énorme. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'Isabelle ne voulait pas admettre, quelque chose qui l'avait tenue éveillée toute la nuit. Ses dessins lui rappelaient quelqu'un qu'elle avait perdu il y a de nombreuses années. Le lendemain matin, Isabelle convoqua Sophie Lemaire à son bureau. Sophie entra en tremblant. Elle était persuadée qu'elle allait être renvoyée. Isabelle avait trouvé le cahier. Elle savait qu'elle avait fait venir quelqu'un à la maison en secret. C'était la fin. « Asseyez-vous, Sophie. » Isabelle montra la chaise devant son bureau. Sophie s'assit. Ses mains tremblaient, visiblement. « J'ai trouvé ceci dans la chambre de bonne. » Isabelle posa le cahier sur le bureau. Sophie ferma les yeux. « Ça y est, » pensa-t-elle. Le renvoi. La fin de tout. Qui est Théo? La question prit Sophie par surprise. Elle était vraiment surprise. Ce n'était pas une accusation. C'était une question. Une simple question. Sophie ouvrit les yeux. Isabelle la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Mon beau-frère, madame. Le frère de mon mari. Mon mari est décédé il y a 6 ans. » Isabelle acquiesça. « Et Théo souffre de schizophrénie. » « Oui, madame, depuis l'âge de 22 ans. Et vous l'avez fait venir ici, chez moi, en secret. » Sophie baissa les yeux. « Oui, madame, je suis désolée. Je sais que j'ai enfreint les règles. Je sais que j'aurais dû vous le dire. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je ne peux pas le laisser seul. Je ne peux pas payer quelqu'un pour s'occuper de lui. Et je n'ai personne d'autre. » Les larmes commencèrent à couler. « S'il vous plaît, madame, je vous en prie. Laissez-moi terminer la semaine. J'ai besoin de trouver un autre travail avant de partir. Théo dépend de moi. C'est tout ce qu'il a. » Sophie pleurait ouvertement maintenant. 4 années de secret, 4 années de peur, et tout était terminé. Isabelle ne dit rien pendant un long moment. Elle regardait simplement le cahier, tournant les pages lentement. Et puis elle dit quelque chose que Sophie n'attendait pas. Absolument pas. Ces dessins sont extraordinaires. C'est Sophie leva les yeux. Quoi? Ils sont extraordinaires, exceptionnels. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Sophie ne comprenait pas. Elle pensait qu'elle allait être renvoyée. Et au lieu de cela, sa patronne faisait l'éloge des dessins de Théo. « Madame, je ne comprends pas. » Isabelle referma le cahier. « Sophie, j'ai été galeriste pendant 20 ans. J'ai vendu de l'art pour des millions d'euros. J'ai travaillé avec des artistes du monde entier. Je sais reconnaître le talent quand j'en vois. » Elle fit une pause.
Votre beau-frère a du talent, du vrai talent. Le genre de talent que les collectionneurs perdent des fortunes pour trouver. Sophie ne comprenait toujours pas. Mais madame, Théo est malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il dessine juste parce que ça le calme. Isabelle sourit. C'est exactement ce qui rend son art précieux. Il n'y a pas d'intention commerciale. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'influence extérieure. Seulement l'expression pure d'un esprit qui voit le monde différemment. Isabelle se leva. Je veux le rencontrer. Sophie se figea. Quoi? Je veux rencontrer Théo. Je veux voir comment il travaille. Je veux voir plus de ses peintures. Madame, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Théo n'est pas à l'aise avec les inconnus. Les visites le rendent plus nerveux. Il pourrait avoir une crise. Isabelle acquiesça. Je comprends, mais j'ai besoin que vous ayez confiance en moi. Je ne vais pas lui faire de mal. Je ne vais pas l'effrayer. Je veux juste le voir travailler. Elle fit une pause. Et je ne vais pas vous renvoyer, si c'est ce qui vous inquiète. Sophie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Vous n'allez pas me renvoyer? Non, mais en échange, je veux que vous me laissiez rencontrer Théo et que vous me laissiez vous aider. M'aider? Isabelle se rassit. Écoutez, Sophie, j'ai des contacts dans le monde de l'art, des galeries, des collectionneurs, des conservateurs. Si les peintures de Théo sont aussi bonnes que je le pense, on peut faire quelque chose avec elles. Je ne comprends pas. On peut les vendre. On peut organiser une exposition. On peut montrer au monde ce que votre beau-frère est capable de faire. Sophie secoua la tête. Madame, Théo ne peint pas pour vendre. Il peint parce que c'est la seule chose qui le maintient sain d'esprit. Si je lui dis que ses peintures vont être vendues, je ne sais pas comment il va réagir. Isabelle acquiesça. Vous avez raison, mais pensez à ceci. Si ces peintures se vendent, vous aurez de l'argent pour ses médicaments. Vous aurez de l'argent pour payer quelqu'un pour s'occuper de lui quand vous ne le pourrez pas. Vous aurez des options que vous n'avez pas maintenant. Sophie n'y avait pas pensé. C'était vrai. L'argent avait toujours été un problème. Un énorme problème. Les médicaments de Théo coûtaient des centaines d'euros par mois. Et elle gagnait à peine de quoi survivre. Si les peintures de Théo pouvaient se vendre. Laissez-moi y réfléchir, madame. C'est beaucoup à digérer. Isabelle acquiesça. Prenez le temps qu'il faut. Mais en attendant, je veux que vous emmeniez Théo dans une meilleure chambre. La chambre de bonne n'est pas un endroit où quelqu'un devrait passer 8 heures par jour. Sophie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Non seulement elle n'allait pas être renvoyée, mais sa patronne voulait aider Théo. C'était trop beau pour être vrai. Mais ça ne l'était pas. C'était réel. Cet après-midi-là, Sophie emmena Théo dans une chambre différente. Une chambre d'amis au 2e étage. Elle avait un lit confortable, une salle de bain privée, de la lumière naturelle entrant par une grande fenêtre et de l'espace pour peindre. Théo regarda la chambre avec méfiance. Pourquoi on est ici? Parce que madame a dit qu'on pouvait utiliser cette chambre. First, Théo fronça les sourcils. Elle sait que je suis ici? Oui. Et elle n'est pas en colère? Non. Théo ne dit rien de plus. Mais Sophie pouvait voir qu'il était confus, déroute. Dans son expérience, les gens étaient toujours en colère quand ils découvraient qu'il était là. Les gens avaient toujours peur, mais cette fois, c'était différent. Et Théo ne savait pas comment gérer ça. Cette nuit-là, Isabelle raconta à Sophie la vérité qu'elle avait gardée pendant 15 ans, la raison pour laquelle elle avait quitté le monde de l'art, la raison pour laquelle elle vivait dans cette immense demeure avec son mari distant, la raison pour laquelle elle avait vu quelque chose de spécial dans les dessins de Théo. « J'ai eu un fils », commença Isabelle. « Il s'appelait Sébastien. » Sophie l'écoutait en silence. Sébastien était brillant, intelligent, créatif. Dès son plus jeune âge, il adorait dessiner. Il passait des heures à créer des mondes imaginaires sur papier. Isabelle fit une pause. Quand il a eu 18 ans, il a commencé à changer. Il devenait paranoïaque. Il disait que les gens le suivaient, qu'il y avait des messages cachés à la télévision. Pour lui. Schizophrénie? Isabelle acquiesça. On lui a diagnostiqué ça à 19 ans. Ce fut dévastateur. Mon fils, l'enfant brillant qui dessinait des mondes entiers.
ne pouvait soudainement plus distinguer la réalité de ses hallucinations. Des larmes coulaient sur le visage d'Isabelle. On a tout essayé, les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, les médicaments les plus chers. Mais rien n'a fonctionné. Sébastien empirait chaque jour. Et l'art? Isabelle ferma les yeux. C'est là que c'est le pire. J'étais galériste. Je vivais entouré d'art. Mais quand Sébastien a commencé à dessiner ce qu'il voyait dans ses hallucinations, je lui ai dit d'arrêter. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Ses dessins étaient sombres, perturbants. Ils me faisaient peur. Et je pensais que s'il arrêtait de dessiner ces choses, peut-être qu'il arrêterait de les voir. Isabelle ouvrit les yeux. Ce fut la pire erreur de ma vie. Sophie ne savait pas quoi dire. Je lui ai enlevé la seule chose qui l'aidait à gérer ce qu'il vivait. Je lui ai enlevé son moyen d'expression. Je lui ai enlevé son art. Isabelle se couvrit le visage de ses mains. 6 mois plus tard, Sébastien s'est suicidé. Il avait 25 ans. Le silence était absolu. Sophie sentait le poids de ses mots, la douleur d'une mère qui avait perdu son fils, le regret de toute une vie. Depuis, j'ai quitté le monde de l'art. Je ne pouvais plus le regarder sans penser à Sébastien, sans penser à ce que je lui avais enlevé. Isabelle leva les yeux. Mais quand j'ai vu les dessins de Théo, c'était comme revoir les dessins de mon fils. Et j'ai su que je devais faire quelque chose, que je ne pouvais pas laisser un autre artiste se perdre comme s'était perdu Sébastien. Sophie comprit enfin. C'est pour ça qu'elle voulait connaître Théo. C'est pour ça qu'elle voulait aider. Ce n'était pas seulement une question d'art. C'était une question de rédemption. C'était une question de seconde chance pour bien faire les choses. Je veux organiser une exposition, dit Isabelle. Je veux montrer au monde ce que Théo peut faire. Je veux que les gens voient que les esprits que nous appelons malades peuvent créer une beauté que les normaux ne pourraient jamais imaginer. Sophie ne savait pas quoi dire. C'était beaucoup, trop. Mais c'était aussi une opportunité. Une opportunité que Théo n'avait jamais eue. Une opportunité que Sébastien n'a jamais eue. D'accord, dit Sophie finalement. Faisons-le. Le troisième objet que Sophie examinait était la première toile complète de Théo. Elle n'était pas grande. 50 cm sur 70. Mais c'était la première fois que Théo avait terminé une peinture complète. Pas une esquisse, pas un dessin rapide, une vraie peinture. Il l'avait appelée le jardin des voix. C'était un paysage impossible. Des arbres avec des feuilles de cristal, des fleurs qui ressemblaient à des yeux, un ciel qui était moitié jour et moitié nuit en même temps. Et au centre, une figure, une personne sans visage, regardant vers le spectateur. Quand Sophie vit cette peinture pour la première fois, elle sentit quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'était beau, mais c'était aussi perturbant. C'était comme regarder à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un, voir ce qu'il voit, sentir ce qu'il ressente. Isabelle vit cette peinture 2 semaines après avoir rencontré Théo, et elle resta à la regarder pendant 1 heure entière, sans rien dire, avec des larmes coulant sur ses joues. Quand elle parla finalement, elle dit seulement une chose. C'est exactement ce que mon fils aurait peint, si on lui avait donné la chance. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Isabelle contacta un vieil ami, Ricardo Fuentes, propriétaire d'une galerie d'art contemporain dans le centre de la ville. Elle lui envoya des photos des peintures de Théo. Ricardo appela le lendemain. « Isabelle, d'où sors-tu ça? C'est incroyable. C'est le beau-frère de ma femme de ménage. Il est atteint de schizophrénie. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Tu parles d'art brut authentique. » « Oui, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le voir travailler. Si c'est réel. Isabelle, on parle de quelque chose de très spécial. » Ricardo visita la maison 3 jours plus tard. C'était un homme de 60 ans. Cheveux gris, lunettes rondes, mains qui bougeaient quand il parlait d'art. Sophie était nerveuse. Théo était encore plus nerveux. « Je n'aime pas les gens, dit-il à Sophie ce matin-là. Ils font trop de bruit. Pas comme le bruit de l'extérieur, mais comme le bruit que leur présence faisait dans sa tête. » Mais Sophie le convainquit. « Il va juste regarder. Tu n'as pas à lui parler. Continue juste à peindre comme d'habitude. »
Théo accepta. Quand Ricardo entra dans la pièce, Théo était en train de peindre une nouvelle œuvre. Celle-ci était différente des précédentes. C'était un portrait, le visage d'une femme. Mais le visage était fragmenté, comme un miroir brisé. Chaque fragment montrait une expression différente. Joie, tristesse, peur, paix. Ricardo resta à regarder pendant 20 minutes, sans dire un mot. Théo continua à peindre comme s'il n'était pas là. Finalement, Ricardo s'approcha de Sophie et Isabelle. Ses yeux étaient humides. « C'est la chose la plus authentique que j'ai vue en 30 ans de carrière », dit-il à voix basse. « Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. »« N'est-ce pas ?»« Non, » répondit Sophie. « Il peint juste ce qu'il voit. » Ricardo acquiesça. C'est exactement ce qui le rend inestimable. 2 semaines plus tard, Ricardo fit une proposition. Il voulait organiser une exposition. 12 œuvres de Théo, dans sa galerie, avec des invités sélectionnés, collectionneurs, critiques, personnes du monde de l'art. Isabelle accepta immédiatement. Sophie n'était pas si sûre. « Théo peut-il venir à l'exposition » Ricardo fronça les sourcils. « Ce serait idéal. Les collectionneurs veulent rencontrer l'artiste. Ça ajoute de l'authenticité. » Sophie secoua la tête. Théo ne peut pas être dans des endroits avec beaucoup de monde. Ça l'angoisse. Il peut avoir une crise. Ricardo réfléchit un moment. Et si on faisait quelque chose de plus intime, seulement 10 personnes, dans un petit espace, avec de la musique douce, sans flash d'appareil photo. Sophie regarda Théo, qui était de l'autre côté de la pièce, ignorant la conversation. Il faudrait que je lui demande. Ce soir-là, Sophie parla à Théo. Ce fut la conversation la plus difficile qu'ils aient eue depuis des années. « Théo, il y a des gens qui veulent voir tes peintures. » Théo fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce qu'ils pensent qu'elles sont belles. Ce sont les voix. Elles ne sont pas belles. C'est ce que je vois quand les voix ne me laissent pas dormir. » Sophie prit sa main. « Je sais, mais les gens normaux ne peuvent pas voir ce que tu vois. Et quand ils regardent tes peintures, ils peuvent sentir un peu de ce monde. Et ça, ils trouvent ça spécial. » Théo la regarda, avec confusion. Pourquoi voudrait-il sentir ça? C'est horrible. Tout n'est pas horrible, Théo. Certains de tes dessins sont paisibles. Certains sont magnifiques. Certains montrent des choses que les gens normaux ne pourraient jamais imaginer. Théo baissa les yeux. Pierre disait la même chose. Je sais. Il disait que mes dessins étaient comme des fenêtres. Des fenêtres sur un monde que seul moi pouvais voir. Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. Ton frère avait raison. Théo la regarda droit dans les yeux. Si je vais à cette exposition, pourras-tu être avec moi tout le temps? Et si les voix deviennent trop fortes, on partira, sans question, sans explication. On partira. Théo acquiesça lentement. D'accord, j'irai. Les 3 semaines suivantes furent intenses. Isabelle et Ricardo sélectionnèrent les 12 meilleures œuvres de Théo. Chacune fut encadrée par un professionnel. Chacune fut photographiée pour le catalogue. Et chacune reçut un titre. Le 4e objet était le catalogue de l'exposition. Un petit livre de 20 pages, avec des photos des 12 œuvres de Théo. Mélodie invisible. Le visage fragmenté. Rêve de cristal. Le gardien des ombres. Voix en couleur. Le labyrinthe intérieur. Aurore brisée. La danse du silence. Écho d'un autre monde. Le jardin des voix. Mémoire liquide. La paix du chaos. Le catalogue était magnifique. Sur la couverture, il y avait le jardin des voix, la première peinture complète de Théo, et sur la 4e de couverture, un texte qu'Isabelle avait écrit personnellement. L'art de Théo Lemaire n'est pas le produit d'une formation académique, ni d'une influence artistique. C'est l'expression pure d'un esprit qui perçoit le monde différemment. Ces peintures sont des fenêtres sur une réalité que la plupart d'entre nous ne verront jamais. Elles sont des rappels que la beauté peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, même dans les ombres, surtout dans les ombres. La soirée de l'exposition arriva. C'était un jeudi de décembre. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur de la galerie, l'ambiance était chaleureuse, lumière douce, musique classique à bas volume.
champagne dans des coupes de cristal, et les 12 peintures de Théo sur les murs. Sophie avait passé des heures à préparer Théo. Elle lui avait donné ses médicaments à temps. Elle lui avait expliqué ce qui allait se passer. Elle lui avait promis qu'il pouvait partir à n'importe quel moment. Théo arriva vêtu d'un costume qu'Isabelle lui avait acheté. C'était la première fois que Sophie le voyait aussi élégant. Et c'était aussi la première fois qu'elle le voyait aussi effrayé. « Il y a beaucoup de monde », murmura-t-il en entrant. « Seulement 10 personnes », lui dit Sophie, comme promis. Théo acquiesça, mais ses mains tremblaient. Les 30 premières minutes furent difficiles. Théo resta dans un coin. Il ne parlait à personne. Il regardait seulement ses propres peintures, comme s'il les voyait pour la première fois. Sophie resta à ses côtés tout le temps. Elle tenait sa main quand les voix devenaient trop fortes. Elle lui parlait à voix basse quand elle voyait qu'il était sur le point de paniquer. Et lentement, très lentement, Théo commença à se détendre. Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme s'approcha. Il avait une 60aine d'années. Costume cher. Montre qui valait plus que l'appartement de Sophie. Il se présenta comme Étienne Villeneuve, collectionneur d'art, l'un des plus importants du pays. « Monsieur le maire », dit-il en regardant Théo, « vos peintures sont extraordinaires. » Théo ne répondit pas. Il le regarda seulement. « Puis-je vous poser une question ?» Théo acquiesça légèrement. « Cette peinture, le visage fragmenté, qui est la femme ?» Théo regarda la peinture, le portrait avec le visage brisé en 1000 morceaux. « C'est le monde entier, » dit-il finalement. « C'est comme ça que je vois les gens, fragmentés, chaque partie montrant quelque chose de différent. Je ne peux jamais voir le visage complet, seulement les fragments. » Étienne Villeneuve resta silencieux. Et alors, il dit quelque chose qui allait tout changer. « Je veux l'acheter, et je veux en acheter 3 autres. » Sophie faillit s'évanouir. Cette nuit-là, Étienne Villeneuve acheta 4 peintures de Théo, le visage fragmenté, le gardien des ombres, la paix du chaos, mémoire liquide. Il paya 80 000 € pour les 4, 80 000 €, plus que ce que Sophie gagnerait en 5 ans de travail. Mais Étienne ne fut pas le seul. 2 autres collectionneuses achetèrent des œuvres cette nuit-là. Une femme nommée Chloé acheta Voix en couleur et Aurore brisée. Un homme nommé Antoine acheta Le labyrinthe intérieur et Rêve de cristal. Au total, 8 des 12 peintures furent vendues, pour un total de 120 000 €. 120 000 €. Théo ne comprenait pas les chiffres, il s'en fichait. Il se souciait seulement que les gens aient voulu voir ce qu'ils voyaient, que les gens n'aient pas eu peur, que les gens aient trouvé de la beauté dans le chaos de son esprit, cette nuit-là, quand ils rentrèrent à la maison. Théo dit quelque chose qui fit pleurer Sophie. Pierre avait raison. Mes dessins sont des fenêtres, et aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un a regardé à travers et n'est pas parti en courant. C'était la première fois depuis des années que Théo parlait de son frère sans pleurer. C'était la première fois qu'il mentionnait Pierre avec quelque chose qui ressemblait à la paix. Et Sophie sut que quelque chose avait changé. Mais ce n'était pas le seul changement de cette nuit. Quelque chose d'autre s'était passé à l'exposition. Quelque chose que Sophie n'avait pas remarqué sur le moment. Étienne Villeneuve, le collectionneur qui avait acheté 4 peintures, s'était approché d'Isabelle à la fin de la soirée. Ils avaient parlé pendant près d'1 heure, et ce qu'il lui avait dit allait tout changer. Étienne avait un petit-fils. Il s'appelait Maxime. Il avait 19 ans. Et il y a 6 mois, il avait été diagnostiqué schizophrène. La famille était dévastée, dit Étienne à Isabelle. Nous ne savions pas quoi faire. Les médecins parlèrent de médicaments, de thérapie, d'hospitalisation. Tout sonnait si, sans espoir. Isabelle comprenait ce sentiment. Elle l'avait vécu avec Sébastien. Mais alors, j'ai vu les peintures de Théo, continua Étienne, et pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait de l'espoir. Que mon petit-fils pouvait avoir une vie, qu'il pouvait faire quelque chose de significatif malgré la maladie. Étienne fit une pause. Je veux que Théo rencontre Maxime. Je veux qu'il lui apprenne à peindre. Je veux que mon petit-fils voit qu'il y a une autre façon de vivre avec cette maladie. Isabelle ne savait pas quoi dire. Elle devrait demander à Théo et à Sophie. Mais l'idée lui semblait juste. 2 semaines plus tard,
Maxime visita le manoir. C'était un jeune homme grand, mince, avec des cernes profonds et des mains qui tremblaient constamment. L'effet des médicaments. Théo le reconnut immédiatement. « Toi aussi. »« Tu les entends » dit-il dès qu'il le vit. Maxime acquiesça, tout le temps. « Qu'est-ce qu'elles te disent » Lucas baissa les yeux. « Des choses horribles. Que ma famille me déteste. Que ce serait mieux si j'étais mort. » Théo acquiesça. « Les miennes me disent la même chose. » Il y a eu un silence. Et alors, Théo fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il prit un pinceau, le trempa dans de la peinture rouge et l'offrit à Lucas. « Dessine ce que tu entends. Parfois, quand tu le mets sur le papier, ça arrête de crier aussi fort dans ta tête. » Lucas prit le pinceau. Ses mains tremblaient, mais il commença à peindre. Des lignes rouges, agressives, désordonnées. Théo s'assit à côté de lui et commença à peindre aussi. Ils ne parlèrent pas pendant 1 heure. Ils peignirent, simplement, chacun dans son monde, mais ensemble. Quand ils eurent terminé, Lucas regarda sa peinture. C'était un chaos de lignes et de taches. Ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas de sens. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Une énergie, une honnêteté. « C'est horrible », dit Lucas. Théo secoua la tête. « C'est la vérité. Et la vérité n'est jamais horrible. C'est juste difficile à regarder. » Lucas resta à regarder la peinture un moment de plus. Et alors, pour la première fois depuis le diagnostic, il sourit. « Je peux revenir demain ?» Théo acquiesça. « Tu peux revenir quand tu veux. Ici, il y a toujours de la place pour les esprits qui voient différemment. » Lucas revint le lendemain. Et le suivant. Et le suivant. Il commença à peindre régulièrement avec Théo. Non pas comme un thérapeute et un patient, mais comme 2 personnes qui partageaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Édouard Villanueva pleurait à chaque fois qu'il recevait des nouvelles de son petit-fils. « Lucas va mieux », disait-il à Isabelle. « Les épisodes sont moins fréquents. Il prend ses médicaments sans se battre. Et pour la première fois depuis le diagnostic, il a quelque chose qui l'attend chaque jour. » L'art avait donné à Lucas la même chose qu'il avait donné à Théo. Un buté. Une raison d'aller de l'avant. Un canal pour les voix qui ne se taisaient pas. Et Sophie sut que quelque chose avait changé. Pas la maladie. La schizophrénie était toujours là. Les voix étaient toujours là. Les épisodes continueraient à venir. Mais quelque chose d'autre avait changé. Théo avait trouvé un but. Une raison de continuer à peindre. Une raison de continuer à se battre. Et parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin. Maintenant, laissez-moi vous raconter où ils en sont aujourd'hui. 8 mois se sont écoulés depuis l'exposition. Théo souffre toujours de schizophrénie. La maladie n'a pas disparu, mais quelque chose a changé. Après l'exposition, son psychiatre, le docteur Antoine Leclerc, a noté une amélioration significative. Les épisodes de crise ont été réduits de 60%. Les voix étaient toujours là, mais elles étaient moins agressives, moins constantes. Comme si l'art leur avait donné un autre canal pour s'exprimer. Le docteur Leclerc a écrit un article sur le cas de Théo. Il l'a publié dans une revue médicale spécialisée. Il parlait de la façon dont l'art-thérapie, combinée à une médication appropriée, pouvait améliorer significativement la qualité de vie des patients atteints de schizophrénie. Théo est devenu un cas d'étude, mais pour Sophie, il n'était pas un cas d'étude. C'était son beau-frère, sa famille, l'homme qu'elle avait promis de protéger quand Pierre est mort. L'argent des ventes a tout changé. Sophie a pu embaucher une auxiliaire de vie pour Théo. Une femme aimable appelée Brigitte qui venait 3 fois par semaine. Cela signifiait que Sophie n'avait plus à cacher Théo à son travail. Elle n'avait plus à vivre avec la peur d'être découverte. Elle n'avait plus à tout porter toute seule. Isabelle s'est assurée que Sophie conservait son travail. Mais maintenant, c'était différent. Elle n'était plus seulement une employée de maison. Elle était aussi la représentante de Théo, la personne qui s'assurait que ses peintures arrivaient aux bonnes personnes, la personne qui protégeait son art et sa dignité. Ricardo, le galeriste, organisa 2 autres expositions dans les mois suivants. Une dans une autre ville, une dans un musée d'art contemporain.
Chaque exposition vendait plus que la précédente. Les peintures de Théo ont commencé à être connues dans le monde de l'art. Articles dans des revues spécialisées, mentions dans des blogs de critiques, comparaisons avec les grands artistes du mouvement Art Brut. Théo ne comprenait rien à tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il voulait seulement peindre, mais il y avait quelque chose qu'il comprenait. Il comprenait que pour la première fois de sa vie, les gens le regardaient différemment. Pas avec peur, pas avec pitié, mais avec respect. Et ça, pour quelqu'un qui avait passé 13 ans à être traité comme un fou, c'était plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Un jour, un journaliste d'une revue d'art visita la maison. Il voulait faire un article sur Théo. Sophie était nerveuse. Elle ne savait pas comment Théo allait réagir aux questions d'un inconnu. Mais Isabelle l'a convainquit. C'est important. Les gens doivent savoir que les personnes atteintes de maladies mentales peuvent créer de l'art, qu'elles ont de la valeur, qu'elles méritent le respect. Sophie accepta. Le journaliste arriva un mardi matin. C'était un jeune homme, une trentaine d'années, lunettes à monture épaisse, bloc-notes à la main. Il se présenta comme Maxime. Théo le regarda avec méfiance. « Tu vas écrire des choses sur moi ? » ?»« Oui, avec ta permission. Je veux que les gens connaissent ton histoire. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je crois que c'est important. Parce que je crois que ton art peut aider d'autres personnes à comprendre ce que c'est de vivre avec la schizophrénie. » Théo réfléchit un moment. Et alors, il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « D'accord. Mais je veux que tu écrives la vérité. Je ne veux pas que tu me fasses passer pour un héros. Je ne veux pas que tu me fasses passer pour une victime. Je veux juste que tu écrives ce que tu vois. » Maxime acquiesça. « C'est exactement ce que je vais faire. » L'entretien dura 3 heures. Maxime posa des questions sur les voix, sur les médicaments, sur les hospitalisations. Théo répondit avec honnêteté, parfois brutale. « Les voix me disent de me tuer, » dit-il à un moment. « Presque tous les jours. Mais je ne les écoute plus, parce que maintenant j'ai quelque chose à faire. Je dois peindre. » Maxime écrivit chaque mot. L'article fut publié 1 mois plus tard. Il s'intitulait « L'artiste qui peint les voix ». Il occupait 6 pages de la revue, avec des photos des peintures de Théo, avec des photos de Théo travaillant dans son atelier, et avec un entretien qui montrait sans filtre ce que c'était de vivre avec la schizophrénie. L'article devint viral. Des milliers de personnes le partagèrent sur les réseaux sociaux. Des centaines de commentaires de personnes qui avaient des membres de leur famille atteints de maladies mentales. Des histoires de personnes qui se sentaient identifiées. Des messages de remerciements pour avoir parlé d'un sujet que personne ne voulait aborder. Et quelque chose d'autre. Quelque chose que personne n'attendait. D'autres familles commencèrent à contacter Isabelle. Des familles avec des enfants, des frères et sœurs, des parents atteints de schizophrénie. « Nous voulions que notre proche ait la même chance, » disait-il. « Nous voulions qu'il essaie l'art-thérapie. Nous voulions que quelqu'un voie de la valeur dans ce qu'il crée. » Isabelle ne pouvait pas aider tout le monde, mais elle pouvait faire quelque chose. Elle a contacté une fondation de santé mentale, et ensemble, ils ont créé un programme. Il s'appelait l'Art sans voix. C'était un atelier d'art pour les personnes atteintes de maladies mentales, avec des thérapeutes spécialisés, avec du matériel donné, avec un espace SR pour créer sans jugement. Théo a été le premier instructeur invité. Il ne donnait pas de cours exactement, il peignait, simplement. Et les autres participants peignaient avec lui, en silence, chacun dans son monde, mais partageant l'espace, partageant l'expérience. Sophie a dit que c'était la chose la plus belle qu'elle ait jamais vue. Voir Théo entouré d'autres personnes comme lui. Voir qu'il n'était pas seul. Voir qu'il y avait une place dans le monde pour les esprits qui voient différemment. Et maintenant, il avait tout ce dont il avait besoin pour le faire. Un atelier bien à lui dans la maison des Dubois. Isabelle lui avait donné une pièce entière, rien que pour lui, avec de la lumière naturelle, avec de l'espace pour de grandes toiles, avec tous les matériaux dont il pourrait avoir besoin. Théo passait des heures là-bas, à peindre ce qu'il voyait, à peindre ce qu'il entendait, à peindre le monde que seul lui pouvait percevoir. Et Isabelle,
Isabelle a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu il y a 15 ans. Un but. Après la mort de Sébastien, elle s'était éloignée de l'art. Elle ne pouvait pas le regarder sans penser à son fils, sans penser à l'erreur qu'elle avait commise. Mais maintenant, en aidant Théo, elle sentait qu'elle réparait quelque chose. Elle ne pouvait pas ramener Sébastien. Elle ne pouvait pas défaire le passé. Mais elle pouvait s'assurer qu'un autre artiste avec un esprit différent aurait la chance que Sébastien n'a jamais eue. C'était sa façon de guérir, sa façon d'honorer la mémoire de son fils. Sa façon de transformer la culpabilité en quelque chose d'utile. Il y a quelque chose d'autre que je veux vous raconter à propos d'Isabelle. Quelque chose qui s'est passé il y a 2 mois. Isabelle a visité la tombe de Sébastien. C'était quelque chose qu'elle faisait chaque année, à l'anniversaire de sa mort. Mais cette année était différente. Cette année, elle n'était pas seule. Elle a emmené Théo avec elle. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Elle sentait juste que c'était la bonne chose à faire. Théo n'avait jamais connu Sébastien. Il ne l'avait jamais vu. Mais quand il est arrivé à la tombe, il a dit quelque chose qu'Isabelle n'oubliera jamais. Il est là. Je peux le sentir. Isabelle n'a rien dit. Elle a juste attendu. Il n'est pas triste, a continué Théo. Il est soulagé, comme s'il avait attendu que quelqu'un vienne lui dire que tout va bien. Isabelle a senti les larmes couler. Que veux-tu dire? Théo a regardé la pierre tombale. Les voix qu'il entendait étaient-elles semblables aux miennes? Isabelle a hoché la tête. Oui, très semblables. Théo a réfléchi un instant. Quand les voix sont très fortes, parfois je pense qu'il serait plus facile, simplement, d'arrêter de lutter, d'arrêter de résister, de les laisser gagner. Isabelle a retenu son souffle. Mais alors je pense à Sophie. À combien ça lui coûterait si je n'étais pas là? Et je continue à me battre. Théo a regardé Isabelle. Votre fils n'avait personne comme Sophie, n'est-ce pas? Isabelle a secoué la tête. Les larmes coulaient librement maintenant. J'aurais dû être sa Sophie. Mais je l'ai laissé tomber. Je lui ai enlevé la seule chose qui l'aidait. Théo a acquiescé. Mais maintenant, vous êtes là, avec moi, à faire ce que vous n'avez pas pu faire avec lui. Il a fait une pause. Je crois que ça compte pour quelque chose. Je crois qu'il le sait. Et je crois qu'il est fier de vous. Isabelle s'est effondrée. Elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Toute la culpabilité, toute la douleur, tout le regret. S'échappant, enfin. Théo s'est assis à côté d'elle. Il n'a rien dit. Il a juste posé une main sur son épaule. Et ils ont attendu ensemble jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Quand Isabelle s'est levée, elle se sentait différente, plus légère. Comme si un poids qu'elle portait depuis 15 ans s'était enfin levé. « Merci », dit-elle à Théo. Théo la regarda, confus. Pourquoi? De me donner une autre chance, de me laisser bien faire cette fois. Théo a secoué la tête. Ne me remerciez pas moi, remerciez Sophie. C'est elle qui m'a sauvé. C'est elle qui a rendu tout ça possible. Isabelle a acquiescé. Tu as raison. Cette nuit-là, Isabelle a écrit une lettre à Sophie. Elle ne la lui a pas donnée en personne. Elle l'a laissée sur son bureau pour qu'elle la trouve le matin. La lettre disait beaucoup de choses, mais le plus important était ceci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir cru en Théo quand personne d'autre ne le faisait. Merci de me donner l'occasion de racheter mes erreurs. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et j'espère qu'un jour tu pourras voir à quel point tu es extraordinaire. Sophie a pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la fierté pour ce qu'elle avait accompli. De la fierté de ne pas avoir abandonné. De la fierté d'avoir tenu la promesse qu'elle a faite à Pierre. Sophie m'a raconté quelque chose la dernière fois que nous avons parlé. Elle m'a dit que parfois, quand elle regarde Théo peindre, elle peut sentir Pierre dans la pièce, comme si son mari était là, regardant son frère, fier de ce qu'il est devenu, fier que Sophie ait tenu sa promesse de prendre soin de lui. Et c'est de ça, au final, que parle cette histoire d'amour, de seconde chance,
d'esprits que le monde appelle brisés mais qui peuvent créer une beauté que les normaux ne pourraient jamais imaginer. Il y a une dernière chose que je veux vous raconter. La semaine dernière, Théo a terminé une nouvelle peinture. C'est son œuvre la plus grande à ce jour. 1,50 m sur 2 mètres. Il l'a appelée La famille invisible. C'est un portrait de 3 personnes. Pierre, le frère décédé. Sophie, la belle-sœur qui l'a sauvé. Et une figure floue qui pourrait être n'importe qui. Ou personne. Ou tout le monde. Quand Sophie a vu la peinture, elle n'a pas pu parler pendant 10 minutes. Pierre était là. Pas comme une photo, mais comme une présence. Comme Théo se souvenait de lui. Comme Théo le ressentait. « C'est votre mari », lui a dit Théo. C'est ainsi que je le vois quand je pense à lui. Il est toujours là, toujours en train de regarder, toujours en train de veiller. Sophie a pleuré, mais pas de tristesse, de quelque chose qu'elle ne savait pas comment nommer. De la gratitude, mon peut-être, d'avoir Théo, d'avoir Isabelle, d'avoir une famille qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle avait trouvée de toute façon. Isabelle veut que la peinture reste dans la maison, pas pour la vendre, mais pour se souvenir que les esprits différents ne sont pas des esprits brisés, pour se souvenir que l'amour peut venir des endroits les plus inattendus, pour se souvenir qu'il vaut toujours la peine de se battre. Si vous connaissez quelqu'un atteint de schizophrénie ou de toute autre maladie mentale, si vous connaissez quelqu'un que la société a rejeté comme fou, si vous connaissez quelqu'un qui a un don caché, que personne ne veut voir, partagez cette vidéo avec lui ou elle, non pas parce que cela va résoudre tous ses problèmes, mais peut-être que cela lui rappellera que son esprit n'est pas une malédiction, que ce qu'il ou elle voit a de la valeur, et que parfois, il ou elle a juste besoin que quelqu'un croie en lui ou elle, dans le commentaire épinglé. Je vous laisse une question. Connaissez-vous quelqu'un souffrant d'une maladie mentale qui possède un talent caché? Quelqu'un que la société sous-estime, mais qui a des dons incroyables? Racontez-moi son histoire dans les commentaires, parce que chaque esprit mérite d'être vu, et chaque artiste mérite d'être entendu, même si ces voix viennent d'un endroit que nous ne pouvons pas comprendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons de raconter des histoires de personnes extraordinaires. Des personnes qui voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Des personnes qui créent de la beauté là où les autres ne voient que du chaos. Des personnes comme Théo, et peut-être des personnes comme quelqu'un que vous connaissez.